Bon bah t'es un petit chaperon rouge aujourd'hui. Ah, écoute, je me couvre Andrea parce qu'il pleut, il fait pas beau. Et en plus, je vais en forêt pour te parler du loup. Ouais, le loup, pourquoi? Parce que ça polémique encore et toujours. Bah oui, surtout que c'est dans l'actualité. La semaine dernière, un loup a été abattu à la meute du Mont-Tendre, près de Montricher. Et puis, un braconnage a eu lieu dans la Broye. Du coup, je pose toutes les questions au canton et au directeur des ressources et patrimoine naturel, Sébastien Beuchat. Allez, je me mets en route. On va trouver un abri dans la forêt. Bonne route, Alexandre. Une interview dont on se réjouit parce que c'était pas facile à l'organiser. Quant à nous, c'est jeudi. C'est culture. On monte sur scène avec la compagnie La Tête dans le sac. On voyage jusqu'en Grèce. Vous êtes bien attachés. C'est parti. Fais voir ta région. Bienvenue. Et je dis qu'on aime bien avec la fête et la culture, mais on commence avec une mauvaise nouvelle pour les sportifs. Une annonce qui vient de tomber. La Dolapo est annulée ce soir, ce 18 janvier, en raison des conditions météo défavorables. On le voit là, les images de l'année dernière qui nous faisaient plaisir. Et les organisateurs espèrent pouvoir maintenir la manifestation prochainement. Ils nous tiendront informés, notamment sur les réseaux sociaux. Il y en a un autre qui est sur la pluie, c'est bien entendu Alexandre. Alors ça y est, tu es arrivé à bon port ? Oui, Andrea, regarde, ben voilà, je suis bien arrivé en forêt avec vous, Sébastien Beuchat. Bonjour. Bonjour, M. Caporal. Alors, merci beaucoup déjà de m'accorder ce temps, cette interview par un temps pluvieux. On s'est abrité, on est en forêt et puis on va parler du loup, justement, avec le directeur des ressources et patrimoine naturel. À tout à l'heure. Très bien, Alexandre, à tout à l'heure. Quant à nous, place à la Grèce. On voyage aujourd'hui, direction l'usine à gaz. On reçoit avec nous deux artistes, deux marionnettistes que j'ai plaisir à recevoir sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Cécile, Franck et un invité surprise. Check. Bonjour Cécile, enchantée, prenez place. Gros Baptiste. Andrea, elle avait oublié mon nom. Je lui ai dit tout à l'heure, mais c'est un nom un peu compliqué, alors elle n'a pas retenu. Mais moi, je m'appelle Gros Baptiste. Bon, vous m'excusez, Gros Baptiste, mais vous venez d'où ? Hein ? Vous venez d'où ? Ben, de Grèce. Oui. Enfin, il paraît. Faut demander un peu à Cécile, parce que c'est ma maman qui m'a construit. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais alors comment je suis né ? Elle m'a dit, il faut beaucoup d'amour, et puis après tu nais. Et je suis né. Il est né, Cécile. C'est un petit peu votre bébé, on vient de l'entendre. Je pense que vous allez le confirmer. Mais surtout, vous êtes sur scène à l'usine à gaz ce week-end. On va en parler avec votre collectif La Tête dans le sac. Racontez-nous comment est née cette histoire et tous ces petits-enfants que vous avez, parce qu'il n'y a pas que Gros Baptiste. Non, ils sont 18 dans le spectacle. Et puis on a une cinquantaine de marionnettes. Et puis, comment c'est né Gros Baptiste, ce projet ? En fait, Franck a toujours écouté du rebetiko. Enfin, toujours, depuis pas mal d'années. Et puis on a eu l'idée à un moment de faire rejoindre le rebetiko puis notre monde de marionnettes. Puis ça collait super bien. Mais le rebetiko, Franck, pourquoi est-ce que c'est une chanson, une musique qui vous parle et qui fait sonner votre cœur ? Parce qu'elle est très... Parce qu'il y a des voix de chanteurs et de chanteuses qui sont absolument incroyables, qui sont soit très très éraillées, très très présentes. Et du coup, très vite, on s'est laissé émouvoir par toutes ces voix, par l'entremêlement des cordes, parce qu'il y a beaucoup d'instruments à cordes qui jouent, que ce soit le bouzouki mélangé à des guitares, à des baglamas. Et toutes ces voix nous ont tellement intrigués qu'on a tenté de découvrir l'histoire qui se cachait derrière ces chansons. Et il se trouve que ces chansons étaient chantées on ne le savait pas au début, par des personnes qui étaient très jeunes, qui avaient à peine 20 ans, la vingtaine, mais qui avaient des voix soit très profondes, soit très éraillées. Et on s'est dit, mais pourquoi ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui a donné ces sonorités ? Et on est tombé sur l'histoire grecque contemporaine,
totalement incroyable en fait. Ouais, cette histoire, on va en parler d'ici quelques instants si vous le voulez bien. Mais tout ça, ça donne un spectacle intitulé « La nuit finira-t-elle un jour ?» à voir les 19 et 20 janvier à l'usine à gaz. Eh bien, je propose qu'on se plonge dans l'ambiance justement avec quelques images du spectacle. Voilà, Gros Baptiste, tu t'es plu à l'écran? Oui, j'aime beaucoup ce clip. En fait, c'est pas vraiment le spectacle, Oui. C'était un clip qu'on avait fait au tout début de la période de création, il y a longtemps maintenant. Et par exemple, les personnages là, ils sont pas dans le spectacle par contre. Ça a un petit peu changé, ben c'est très bien, on garde la surprise. Mais pour revenir sur cette histoire de la Grèce avec vous, Cécile, finalement, ce spectacle, qu'est-ce qu'il raconte et quelle histoire? Une histoire contemporaine de la Grèce, mais laquelle? Ben en fait, nous, on raconte pas l'histoire de la Grèce contemporaine, on a mis en scène des marionnettes qui sont des personnages d'aujourd'hui et des années 20 du XXe siècle, et puis des personnages d'aujourd'hui qui sont dans des situations un peu similaires. On fait un peu des ponts entre deux époques. Et puis, c'est des personnages du petit peuple, en fait. C'est pas... Qu'est-ce que tu dis? Ouais, disons qu'on a utilisé le prisme d'une musique qui s'appelle le rebetiko, donc, et leur milieu, pour voir comment ils se déplaçaient à travers leur époque et les liens qu'il y avait évidemment un peu avec la nôtre d'époque. Ouais, et pour en savoir plus sur cette histoire, justement, comment vous avez fait? Vous êtes allé sur place? Comment vous êtes un peu imprégné de cette ambiance? Vous avez rencontré, j'imagine, des Grecs. Comment vous avez travaillé finalement sur cette pièce? Effectivement, on est allé en Grèce, mais aussi on a lu beaucoup. On a lu aussi des écrits sur l'histoire du rebetiko, sur cette période-là, et aussi plus largement sur l'histoire de l'Empire ottoman. Et puis ça nous a amené dans plein de choses dont on n'a pas... Après, c'est ce que je dis, qu'on n'a pas forcément raconté explicitement dans le spectacle. Puis finalement, quand on a fait la création, on avait beaucoup de parties historiques qu'on a enlevées petit à petit pour laisser la place... aux marionnettes et à la musique qui ont une expression plus simple, puis qui est assez proche du coup de la simplicité aussi qu'il y a dans les textes de rebetiko. Et les parties historiques, elle est surtout là en toile de fond, quoi. C'est pas... C'est la marionnette finalement qui porte le spectacle. Cette marionnette, on va en parler d'ici quelques instants. Savoir finalement comment vous en faites votre métier, comment elle fonctionne. On va y revenir si vous le voulez bien à présent. J'aimerais qu'on retourne à Alexandre. Donc dis-nous tout. Je crois que tu vas donner la parole au canton, notamment par rapport au loup. Voilà, Sébastien Beuchat, de retour donc en forêt, dans notre Jura vaudois. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources et patrimoine naturel du canton de Vaud. On se pose plein de questions autour du loup. C'est vraiment votre dossier, hein, le loup, en ce moment, dossier épineux, émotionnel. On en a pas mal parlé sur notre antenne. Là, on en reparle. Pourquoi? Puisque le loup a refait son actualité la semaine passée. Un loup a été abattu près de la meute du Mont-Tendre, vers Montrichet. Qui a abattu ce loup et pourquoi, Sébastien Beuchat? Alors, ce loup a été régulé par les agents de la Direction générale de l'environnement sur la base d'une décision qui a été émise par le département en charge au niveau du canton de Vaud avec une autorisation de l'OFEV. Et puis tous les critères de l'autorisation effectivement ont été respectés dans le cadre de l'autorisation. Voilà, c'est cette autorisation que vous avez demandée, qui vous avait été accordée, qui prend part justement à cette régulation préventive, autorisée depuis le 1er décembre et qui court jusqu'à fin janvier. Ce loup, c'était un loup qui était particulièrement ciblé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer ou non
qu'il s'agit bien du loup qui était visé par le canton? Alors, comme je disais, toutes les conditions de l'autorisation de tir qui permettaient de se donner le maximum de certitude de tuer ce loup-là ont été respectées. On est dans le territoire de la meute, c'est un loup mâle adulte, on avait le même contexte, d'autres individus qui étaient à côté, et donc effectivement on a de bonnes chances que ce soit effectivement le bon mâle. Cependant, la seule certitude qu'on pourra avoir, c'est quand on aura les analyses ADN qui mettent un petit peu de temps, quelques semaines pour arriver. Donc c'est encore en cours là, c'est ça? C'est encore en cours et ça prendra encore effectivement quelques semaines. Mais on espère effectivement que c'est le bon mâle qui a été effectivement tiré. Alors pourquoi est-ce que ce mâle était particulièrement ciblé dans cette meute du Montant? Pourquoi cibler ce loup-là en particulier? L'année 2023 était un petit peu la même que l'année 2022 avec un petit peu plus de dégâts. Mais une grande différence par rapport à l'année 2022, c'est en 2022, on avait beaucoup de prédation qui était dans le cadre de la meute du marché-rue, raison pour laquelle en 2022, on avait fait de la régulation sur la meute du marché-rue. 2023, ce qu'on observe, c'est que la majorité des attaques étaient dans le périmètre de la meute du Montantre. Donc, c'est la grande majorité. Et puis, sur toutes ces attaques-là, dans 6 cas, on a pu démontrer effectivement la responsabilité du couple géniteur, donc soit la femelle, soit le mâle, justement avec les analyses ADN. Donc on vise le mâle reproducteur, c'est ça? Le mâle reproducteur, effectivement, de la meute. Et puis, donc il y avait une raison au niveau des prédations. Puis l'autre raison, c'était des comportements qu'on estime qui sont problématiques sur certains loups. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Et puis sur 2 cas, effectivement, ce loup spécifiquement, donc le mâle reproducteur, a eu 2 comportements qu'on estime problématiques. Une fois, il y a un éleveur qui s'est approché, il est resté à attendre alors que normalement il doit fuir directement dès qu'il y a un humain qui s'approche. Puis une autre fois, il a eu un comportement d'agressivité en montrant les crocs vis-à-vis effectivement d'un chien qui était accompagné d'une éleveuse. Et puis ça, c'est des comportements qui doivent effectivement être gérés. Et sur ces 2 critères, prédation et comportement problématique, c'était les 2 arguments effectivement pour demander une autorisation pour réguler ce loup-là. S'il s'agit bel et bien du loup jugé problématique, si le test ADN révèle cela, quels sont les effets escomptés? C'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez par la suite auprès de cette meute justement? Alors, le premier effet, c'est en effet, je veux dire, on espère que ça aura une diminution des prédations pour la saison 2024. Donc ça, c'est le premier effet. C'est grosso modo ce qui s'est passé sur la question de la meute du marché-rue. L'année passée, 2022, nous avions beaucoup de prédation. Il y a eu régulation. 2023 a démontré qu'il y avait beaucoup moins de régulation de prédation. Donc on espère effectivement avoir le même résultat. Et puis, il y a de temps en temps, il y a des craintes qui s'avèrent effectivement quand on touche un reproducteur, de savoir qu'est-ce que ça donne effectivement sur la population de loups. Alors, à l'échelle vaudoise, le tir d'un mâle n'aura pas effectivement d'incidence. On a plusieurs meutes, d'une part. Et puis, d'autre part, les différentes études démontrent assez régulièrement que ce soit du côté de la femelle ou que ce soit du côté du mâle, la meute, en fait, elle se reconstitue assez vite. Et puis, un autre mâle ou une autre femelle reproductrice arrive. C'est notamment le cas qu'on a eu sur la meute du Rizou. Sébastien Beuchat, on sait qu'en Valais, le Valais avait demandé plusieurs autorisations pour réguler des meutes entières, régulations qui pour le moment sont bloquées parce que des associations ont fait recours. Dans le canton, cette autorisation sur un loup en particulier, donc vous l'avez rappelé, a été autorisée. Est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez et vous avez envie de demander davantage d'autorisations sur plus de loups, ou bien est-ce que s'il s'agit du mâle que vous visiez, le canton va s'arrêter là pour le moment? Alors, il faut avoir en tête que là, on parle de la seule demande avec le nouveau cadre de l'ordonnance qui était fixé, mais on a d'autres cadres, effectivement, de régulation qui sont en cours. Je rappelle qu'on a effectivement eu une régulation sur 2 jeunes début du mois de septembre, et puis on a encore une régulation qui est en cours, effectivement, sur la meute du Rizou, avec une difficulté, c'est que la meute du Rizou, elle est principalement sur le côté français, et c'est relativement difficile à la mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas la seule autorisation qu'on a donnée. Maintenant, sur le futur, c'est l'évolution des prédations qui vont se passer. Est-ce qu'on a de nouveau, effectivement, des cas problématiques qui vont s'avérer? Mais le canton de Vaud a toujours eu, effectivement, pour ligne d'utiliser la marge en œuvre de l'ordonnance. Et puis, quand c'est nécessaire, il faut faire une régulation.
Il est clair que la régulation ne règle pas tout. Oui. C'est une partie de l'équation. On peut parler de mesures de protection des troupeaux, on peut parler d'autres choses, mais ça fait partie effectivement des différents éléments qui sont à notre disposition pour gérer l'espèce. Pour terminer, Sébastien Beuchat, dans l'actualité, autre chose, un braconnage d'un loup a eu lieu dans la Broye la semaine dernière. Le canton a porté plainte. Pourquoi ? Alors, déjà dire qu'effectivement, le canton de Vaud, je veux dire, condamne tout acte de braconnage, que ce soit sur notamment des espèces protégées, comme c'est le cas du loup. On a eu plusieurs cas là, il y a quelques années, notamment aussi concernant le lynx. Et puis avoir en tête que quand on braconne une espèce protégée qui a des effectifs qui sont peu nombreux, mais forcément, de temps en temps, on peut mettre effectivement en danger effectivement cette population. Et c'est pour ça effectivement que l'État de Vaud condamne et a dénoncé effectivement, je veux dire, cet acte de braconnage. Et la dénonciation, c'est une simple application de la loi fédérale qui prévoit effectivement que le braconnage est un délit et qu'il est dénoncé. Et puis pour rappel, il est sujet à une peine qui peut aller jusqu'à 1 an de prison pour les cas les plus graves. Le braconnage, justement, on pourrait interpréter cela en se disant finalement, alors on sait que le sujet du loup est très émotionnel ici dans notre région, on pourrait penser justement que ces actes de braconnage sont peut-être faits parce que certaines personnes jugent à leur libre arbitre que le canton ou que la Confédération ne ferait pas assez. Alors, la motivation de l'acte de braconnage, il est actuellement difficile à savoir. L'enquête est en cours, on saura peut-être plus tard effectivement quelle était la motivation. Par contre, ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'action publique, elle est basée effectivement sur un cadre, des lois et des ordonnances qui sont décidées démocratiquement. Et l'État doit mettre en place effectivement ces actions dans ce cadre-là. Et tout axe qui est géré en fait par ailleurs remet en cause en fait toute la gestion qui est souhaitée. Sébastien Beuchat, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview pluvieuse mais abritée. Voilà Andrea, on va se revoir très rapidement Sébastien Beuchat parce que on sait aujourd'hui que le Parc Jura vaudois a mené un sondage auprès de la population dans notre région pour savoir les réactions de la population autour du loup. NRTV va bien entendu suivre ce dossier. Voilà, très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée Andrea, allez, on retourne au chaud nous. À bientôt. Très bien Alexandre, merci beaucoup. Tout de suite, on passe au bon plan du week-end. Tout ce qu'il faut faire et à ne pas manquer en images. Pour les bons plans du week-end, plein de choses à voir sur scène. On commence avec l'usine à gaz qui nous propose un voyage jusqu'à la Grèce pour la 2e semaine. Les 18, 19 et 20 janvier, des spectacles de musique et des créations en marionnettes, mais aussi pour les plus gourmands, même de la nourriture grecque. Par exemple, pour vous donner envie, Flavia Papadaniel à voir les 18 et 19 janvier dès 19h30. Ensuite, Rebetiko Trio suivi d'un DJ set à la grecque, 3 à voir les 20 janvier à 22h. Toujours sur scène, mais cette fois-ci du côté de Crassier, à l'atelier de Mademoiselle F, avec une pièce intitulée Cendre de vie, jouée par la compagnie Sur un arbre perché, à voir le 19 janvier à 20h. L'histoire, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille au sommet d'une falaise, au milieu des ruines. Elles luttent pour survivre, mais leur soif n'est pas la même. Voilà ce que nous ont dit la metteur en scène de cette tragédie contemporaine poétique. Enfin, on finit en chanson avec Jenny Enemy, une passionnée qu'on avait d'ailleurs reçue sur ce plateau. Elle nous envoûte de sa chanson à la salle du Vieux Moulin à Saint-Pré. Rendez-vous le 27 janvier à 20h30. Jenny, je crois qu'elle a un petit message pour nous d'ailleurs. Hello tout le monde, c'est Jenny Enemy et bienvenue sur NRTV. Je suis super contente de pouvoir faire la promotion de mon concert qui se déroulera le 27 janvier à la salle du Vieux Moulin à Saint-Pré. C'est un concert qui est gratuit avec chapeau à la sortie. À cette occasion, je vous présenterai mes compositions en live accompagnées d'un show Danse et Lumière qui vous laissera sans voix. Si vous êtes libre à cette date, je vous conseille vivement de prendre vos places au 079 652 72 99. Je me réjouis déjà de vous y voir et je vous fais de très très gros bisous. Ça t'a plu ? Est-ce qu'un petit duo avec Jenny te plairait ? Je l'aimais bien Jenny.
Elle m'a fait un gros bisou, moi j'étais content. Alors j'ai regardé l'écran, je lui ai fait un gros bisou aussi. Avec plein d'amour. Bon, parlons un petit peu de ces marionnettes. Oui, parce que je suis très tendre. Alors, le scénario, c'est toute ma tendresse à la face, projetée à la face du monde. C'est ça, Cécile? C'est exactement ça. On est en plein cœur, hein, touché forcément. Mais bon, il y a plusieurs sortes, plusieurs types de marionnettes. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter, Cécile? Eh bien alors, il y a des marionnettes de plein de tailles différentes dans le spectacle. On a un castelet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un castelet. C'est un peu le petit monde des marionnettes. C'est les espaces dans lesquels on les met en scène. C'est notre univers. Parce que normalement, moi, je ne suis pas à la télévision. Normalement, j'ai un décor rien que pour moi. Ouais, et puis c'est dans lequel j'évolue. Alors, ça ressemble pas du tout à ici. Et puis, il y a, du coup, ma gros Baptiste, c'est le plus gros de tous. Et puis, on a aussi des personnages beaucoup plus petits. Et puis... alors, je ne sais pas si vous voulez savoir comment il... Comment est-ce qu'on la manipule? Peut-être que Franck peut aussi nous en dire un mot, puisque là, on le voit finalement en direct. Donc, il y a finalement un petit aspect cassé de magie. Il n'y a pas des fils. Là, c'est votre corps qui est dans la marionnette. Franck, comment ça se passe? Toute cette tendresse. Là, on dirait qu'il n'est pas là. Alors voilà, parce que normalement... Alors, quand je suis là, Franck, il n'est pas là. Alors, c'est un problème. Alors, jamais je peux discuter avec Franck. Et ça... Et quand Franck, il est là, eh ben moi, je suis plus là. C'est vrai, ça, Cécile? Le marionnettiste se cache à chaque fois derrière la marionnette. Il ne peut jamais apparaître. Alors, chez nous, la plupart du temps, on est caché. On a des sortes de voiles noirs derrière lesquels on est et on nous devine, on est présent, mais on a du plaisir à laisser devant de la scène les marionnettes. Après, il y a plein de marionnettistes qui manipulent à vue et il y a plein de façons de faire en fait. C'est plutôt un peu plus classique, traditionnel, le fait de se cacher. Et nous, on aime bien ça parce qu'on trouve que ça garde aussi une magie. Le monde des marionnettes est... Ouais, un univers bien particulier. Pourquoi vous avez choisi cet univers-là, finalement, pour vous exprimer, Franck? Qu'est-ce qui vous plaît dans le monde des marionnettes? Comment vous êtes devenu marionnettiste? Parce qu'elles nous accueillent dans leur monde, ça donnait un peu cette impression. Parce qu'on peut les aimer aussi, beaucoup. Et parce que ça fait une sorte de famille aussi. On a l'impression... là, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Et du coup, il y a plus de... On a quasiment une centaine de marionnettes qui reviennent sur certains spectacles. Donc elles ont tout un caractère, des voix, des intonations. Est-ce que vous les créez vous-même, ces marionnettes, ou pas? Ouais, alors la patte esthétique, elle est surtout donnée par Cécile. C'est, oui, en grande partie. Mais oui, elles sont toutes créées. Elles sont toutes créées. Ça, vous a demandé combien de temps pour créer peut-être cette marionnette qu'on voit là? Après, il n'y a pas de règle, ça ne voudrait rien dire. Lui, il existe depuis 12 ans. Il a 12 ans, c'est un préadolescent. Mais en fait, comme j'ai mis pas mal de temps, parce que j'ai fait plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'il existe comme il est, parce qu'au début, j'avais envie de faire un méchant. Et puis, ça ne marchait pas. Et j'ai essayé plein de fois et jusqu'à la fin je me suis dit non, ça marche pas en fait. Alors je suis devenue gentille. Il est devenu gentil, mais ça lui a mis un mois à devenir gentil. Mais oui, c'était son expression, ouais. Ouais, il a une expression de gentil. À quoi est-ce qu'on peut le voir peut-être là? À sa petite voix. J'ai une petite voix, mais des fois quand je chante, j'ai une grosse voix, par exemple. Mais moi, je me rappelle, parce qu'au début, elle m'avait mis des dents de sanglier, là. Oui, c'est vrai. Mais ça ne m'allait pas du tout. Des vraies dents de sanglier, Cécile? Non, pas des vraies. J'en ai pas des vraies. Non, moi, j'ai des dents en papier mâché. C'est pratique quand je vais chez le dentiste. Il suffit, il me l'arrache, et puis il fait une petite boule avec un petit bout de papier, puis il me la remplace avec un peu de colle. En tout cas, elle est très bavarde, cette marionnette. On a l'impression presque d'être sur scène avec vous. On se réjouit en tout cas de venir vous voir à l'usine Agace ce week-end. La nuit finira-t-elle les 19 et 20 janvier? Merci beaucoup. La nuit finira-t-elle un jour? Avec nous, un jour. C'est noté. On a pris place. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Très belle journée. Merci. Pour terminer, on a plein de recommandations à vous faire. Ils vous recommandent, ils étaient sur ce plateau, plein de recommandations culturelles. On regarde.
Le dernier spectacle que je suis allé voir, Maria de Buenos Aires. Mon kiff en ce moment, c'est la série Chicago Fire. Mini-série, Davos 1917. C'est un opéra tango. C'est un opéra qui est assez, j'allais dire, éclectique. C'est pas du tout un opéra qui est classique, dans un cadre qui est, somme toute, majestueux. J'adore suivre cette série car en fait, les intrigues sont cool et suivre l'évolution des personnages aussi, je trouve ça excellent. Divers problèmes ou soucis du quotidien des pompiers qui leur arrivent, c'est toujours sympa de découvrir l'envers du décor. Les péripéties d'une infirmière à Davos pendant la Première Guerre mondiale sur un fond de thriller, d'espionnage entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, et quel a été le rôle indirect de la Suisse là-dedans. Fais voir ta région, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve à partir de lundi. Très bon week-end à tous. Allez, ciao, ciao, bye.